Après 9 mois de cavale, Mohamed Amra a été arrêté en Roumanie samedi. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste du grand banditisme. On va revenir bien sûr sur la traque et puis sur les arrestations de ces dernières heures dans son entourage. Mais d'abord, Mohamed Amra a accepté hier son extradition vers la France. Ça va se faire sans souci. C'est une question de formalité désormais. Oui, il a évidemment dit, mais ça c'est un grand classique, je n'ai rien à voir avec les faits, je ne signerai pas ce papier, mais ça c'est une formalité. Et après, à partir de là, il a bien compris qu'il s'était trompé en allant en Roumanie et que la Roumanie était un pays, peut-être il ne le savait pas, certainement il ne le savait pas, qui coopérait sur le plan policier et judiciaire avec la France depuis des décennies. Oui. Erreur d'aller en Roumanie. Ah, il est mal tombé là, effectivement. Il y avait peut-être des chirurgiens esthétiques excellents et des barbershops pas trop chers et des appartements de luxe à un prix abordable, mais sur le plan du choix, il aurait pu... On va revenir justement sur ce choix de la Roumanie, mais ce matin nous accueillons aussi Dominique Garcia. Bonjour Dominique Garcia. Oui, bonjour à tous. Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Votre fils, Arnaud Garcia, est un des 2 agents pénitentiaires tués au péage d'Incarville dans l'Eure, tué aux côtés de son collègue Fabrice Moello, ne l'oublions pas non plus, tué par le commando qui a permis l'évasion de celui qu'on appelle la mouche. Vous attendez qu'il soit rapidement de retour, rapidement jugé, j'imagine. Votre sentiment à l'annonce de son arrestation? Mais mon premier sentiment, c'est un soulagement. Deuxième sentiment, c'est je suis un peu content. J'ai apprécié que les services de police et tous les pays de la communauté européenne ont été quand même solidaires dans cette affaire. Donc je remercie toutes ces personnes et surtout que les arrestations de Amra et de ses complices n'a pas été dans une effusion de sang. Donc je suis content que personne n'ait été côté policier qui n'a été blessé déjà. Oui, qu'il n'y ait pas eu de nouvelles victimes. Oui. Quand vous le voyez, Dominique Garcia, avec les cheveux teints en orange, on en a beaucoup parlé, en Roumanie, son sourire, surtout, provocateur, on l'a même entendu dire qu'il est en vacances en Roumanie. Ça vous a inspiré quoi? Écoutez, je ne savais pas tout ça, mais je vois par là que c'est toujours le même individu qui est pas du tout humain, qui s'en fout un peu de la société et de toutes les personnes qui l'entourent. Hein. C'est qu'il imbue sa personne apparemment. Donc s'il se plaît en poil de carotte, tant mieux pour lui. Mais bon, la police a fait son travail, donc je suis content. Je suis ravi et content, oui. Frédéric Ploquin l'évoquait, il ne reconnaît pas les faits comme les faits commis, dit son avocate hier. Le procès à venir, c'est une nouvelle épreuve pour vous, Dominique, pour votre famille? Disons qu'on arrive dans une deuxième étape qui va être tout ce qui est instruction et interrogatoire. Donc oui, c'est certain que c'est un petit Français qui n'a rien fait, ce monsieur. Donc c'est pas de notre faute si les gars lui ont ouvert la porte pour partir. Donc je pense que les différents interrogatoires, les confrontations, les preuves que certains ont pu récupérer, ça va prouver quand même que il a bien les 3/4 participé à l'agression et à l'assassinat des 2 agents pénitentiaires. Merci Dominique Garcia, merci 1000 fois. Je rappelle que vous êtes le père d'Arnaud Garcia, tué lors de l'évasion de Mohamed Amra, justement, aux côtés d'un de ses collègues, ne l'oublions pas non plus, Fabrice Moello. Oui. Rappelons-le, soulignons-le aussi. Dominique Garcia, merci beaucoup. Frédéric Ploquin, vaste coup de filet aussi qui s'est tenu hier, une dizaine d'arrestations en France, en Espagne, aux Pays-Bas. On a attendu d'appréhender Mohamed Amra pour arrêter ses éventuels complices? Absolument, c'est logique. C'est-à-dire que dès lors que lui était localisé, les autres se seraient probablement envolés comme une volée de moineaux. Donc, dans un sens comme dans l'autre, il valait mieux procéder de cette façon-là. Mais je voudrais juste revenir 2 secondes sur ce rire narquois et fanfaron. Je pense que Mohamed Amra, d'une certaine manière, est fier de ce qu'il a fait. C'est ce qu'on ressent en regardant ce sourire provocateur, qu'en fait il est devenu, et ça lui ressemble terriblement, c'est comme ça qu'on avait compris qu'il était, il est devenu la star qu'il voulait être dans son monde, dans son petit monde. Le côté ennemi public numéro 1, la notice d'Interpol, tout ça lui plaît. Il s'inscrit dans les pas de Jacques Mérine et de Redouane Faïd, c'est pas rien pour un jeune trentenaire. Et je pense que le fait qu'il se soit fait arrêter, d'ailleurs, est lié à cette personnalité qui fait que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on parle de lui, c'est quelqu'un qui a besoin de se montrer. D'ailleurs, je veux dire, c'est presque caricatural, ses cheveux roux et le fait qu'il sortait ou qu'il rentrait chez le barbershop pour se faire tailler la barbe. C'est quelqu'un qui est totalement imbu de lui-même, ce qui l'a probablement poussé à l'erreur.
Après, je comprends, moi, qu'il y a un certain nombre de personnes qui se disent « mais 9 mois, c'est beaucoup, mais pourquoi on l'a pas arrêté avant ?» Et là, ce que j'observe juste en 2 secondes, c'est que autant l'évasion à elle-même a été préparée de manière extrêmement minutieuse. Je pense qu'il avait que ça à faire. Il était dans sa cellule quand il a dessiné cette évasion. Donc, c'était une opération millimétrée, quasi militaire. Autant, l'impression qu'on a, c'est que la cavale n'était absolument pas préparée. Et paradoxalement, c'est peut-être ce qui a rendu compliqué le fait de le rechercher. Parce que si vous avez un individu, un voyou qui a des réflexes normaux de voyou classique, etc., quand vous êtes policier, vous avez plus de facilité de le retrouver que quand vous avez quelque chose d'un petit peu bordélique, anarchique, etc. Alors, vous évoquiez l'erreur d'aller en Roumanie parce que nos services de police collaborent bien. Lui, apparemment, prévoyait une opération de chirurgie esthétique et un départ vers la Colombie. On l'a arrêté in extremis ? Mais ça aussi, ça en dit long. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a prospéré, c'est un voyou. C'est un voyou du bocage, c'est un voyou qui a prospéré en Normandie, entre Le Havre et Rouen. Je rappelle que Le Havre est la principale porte d'entrée de la cocaïne. Et tout d'un coup, je veux dire, il a prospéré sous les radars, on l'a pas vu venir, il s'est retrouvé comme ça, plein de pognon avec un magot énorme, très très vite. Alors qu'il était en prison, je rappelle, c'est là qu'il est devenu voyou. Et le fait qu'il ait projeté d'aller en Colombie, finalement, c'est l'aboutissement de ce parcours. C'est-à-dire qu'il était à la réception du produit au Havre, et tout d'un coup, son idée, c'est pas complètement idiot, c'est de partir en Colombie, et il va à la source, et ça va être lui maintenant. C'était ça son projet de vie, qui va envoyer les tonnes de cocaïne vers l'Europe et vers le Havre. Donc c'est pas complètement illogique. Visiblement, les policiers roumains ont la certitude que c'était son objectif. Alors ce coup de filet, ces arrestations, je les évoquais un peu plus d'une dizaine hier justement dans la foulée de son arrestation. La cavale aussi, ce que ça implique de financement, d'organisation. Qu'est-ce que ça nous dit de l'importance d'Amra ? Déjà, l'impression qu'on a, c'est qu'il avait constitué une espèce de petite bande assez de garçons, de jeunes assez fidèles, assez engagés, prêts à mourir pour lui, pour de l'argent. C'est-à-dire qu'il avait suffisamment d'argent pour avoir monté une espèce de micro-armée comme ça. Mais ce sont des gens qui sont déterminés, ultra-violents. On l'a vu lors de l'évasion et de l'assassinat de ces 2 agents de la pénitentiaire. Mais en même temps, des gens pas très 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 sérieux. Je rappelle quand même, je veux dire, ce qu'on a découvert là. C'est-à-dire qu'il y a un des membres du commando qui potentiellement est déjà mort dans un accident de voiture qui a eu lieu alors qu'il sortait d'une nuit un petit peu trop arrosée en boîte de nuit. Je veux dire, quand on est sérieux, on fait pas ça. Il a projeté sa voiture contre un bloc de béton, il a tué ses passagers. Enfin voilà, ils sont tous morts. Il y en a un deuxième membre de l'équipe qui, lui, s'est avéré relativement simple à localiser et à arrêter puisqu'il était déjà en prison, dans la mesure où il est soupçonné, accusé d'avoir participé à une rixe mortelle dans une boîte de nuit en région parisienne. Donc ça vous dit un petit peu, voilà, ce sont des jeunes qui, moi, ils me font vraiment penser aux jeunes qu'on découvre avec la DZ Mafia, c'est-à-dire à la fois cette volonté de s'identifier au cartel latino-américain, mais en même temps la culture rap, et en même temps les jeux vidéo, et en même temps on est entre Fortnite et Redouane Faïd, en fait, me disait un policier. Et je trouve que c'est un peu ça, cette génération-là. Entre Fortnite et Redouane Faïd. Merci beaucoup Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste du grand banditisme. Je le précise, on aura l'occasion d'en reparler. Le 19 mars prochain, chez Nouveau Monde, vous publiez Braqueurs, mercenaires et aventuriers. Vous reviendrez nous en parler. Plein de scoops. Avec plein de scoops dedans. Frédéric Ploquin, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Il est 7h52.